Voilà, nous sommes en ligne. Donc bonsoir, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent déjà pour ce webinaire. Eh bien voilà, nous avons un petit rituel au jeudi d'Artege pour laisser le temps à chacun de nous rejoindre voilà, aux retardataires éventuels. Eh bien si vous voulez nous dire sur la messagerie instantanée, vous tous qui nous écoutez, d'où est-ce que vous nous écoutez, en France ou ailleurs d'ailleurs, on a parfois des surprises. Eh bien voilà, vous êtes les bienvenus, comme ça va nous permettre de voyager un petit peu ce soir. Alors, nous avons déjà Perpignan, Chartres, nous avons aussi l'Ardèche avec Aubenas, nous avons Lyon, très bien, nous avons Beaune également. Voilà, Le Chesnay, oui Inès, bonsoir, je vous reconnais. Charbonnières-les-Bains, nous sommes 3 à Toulouse, dit une personne. Lyon de nouveau, Chambéry, Rieux-la-Pape, Morzine, Paris, Rouen. Oui, Morzine, je crois qu'on s'était déjà vu aussi sur un webinaire. Donc, voilà, quelques Parisiens. Pour l'instant, je crois que nous n'avons pas d'étrangers. De personnes à l'étranger, pardon. Bonsoir Jean-François. Bruno de Franqueville à Lille désormais. Donc, Bruno à Lille, Jean-François, c'est pour vous. Anse au sud de Villefranche, Grenoble, Saint-Étienne, au fond du bocage normand, nous dit-on, non loin de Granville, Jean-Noël, c'est Jean-Noël qui est à Granville, Val-de-Marne également, merci, on voyage bien dans notre douce France. Voilà, très bien, nous avons encore à peu près la moitié des personnes qui sont connectées, des personnes qui étaient inscrites. Donc nous pouvons peut-être attendre encore quelques secondes, quelques minutes, et puis nous commencerons. Voilà, donc pour ceux qui nous rejoignent maintenant, on fait un petit tour des localisations virtuellement en tout cas, de vous tous qui nous écoutez ce soir, pour laisser le temps aux personnes inscrites de nous rejoindre et pour qu'elles ratent pas le début. Donc nous avons aussi Pierre du 92, Fougères et Bernard qui dit amitié de Vendée aussi. Jean-Philippe Descully, bonsoir, pas très loin de Lyon donc. Merci. Voilà, je pense que nous allons pouvoir commencer. De toute façon, au début, je fais une petite introduction et c'est pas très important si il la rate. Alors voilà. Donc bienvenue officiellement au jeudi d'Artege et bienvenue notamment à tous ceux qui nous rejoignent ce soir par le cercle Aristote, puisque il me semble que le cercle Aristote a communiqué sur ce webinaire de ce soir. Le cercle Aristote, si je ne me trompe pas, organise des rencontres avec des intellectuels et puis publie une revue qui s'appelle Perspective Libre. Voilà, donc bienvenue au jeudi d'Artege. Donc chaque jeudi, pour ceux qui ne connaissent pas les jeudis d'Artege, chaque jeudi à 21h, un auteur Artege vient à votre rencontre pour partager autour d'un thème et répond à vos questions en direct. Pour ma part, je m'appelle Lucie et je suis là pour faire le lien entre vous tous qui nous écoutez et l'auteur que nous recevons. Je suis également auteure en Heroic Fantasy pour la nouvelle maison du groupe Artege qui s'appelle Plein Vent, c'est une maison jeunesse, sous le nom de Lucie Rose. Alors, pendant ces jeudis d'Artege, nous avons déjà reçu de nombreux auteurs, dont le père Joël Guibert sur le combat spirituel, Mélina et Pascal Oudot sur Travail et vie de famille, une perspective chrétienne, Monseigneur Ray sur l'islam, Gabriel Cluzel sur l'enracinement, Blanche Streb sur la bioéthique. Et notre prochain webinaire sera donc jeudi prochain, jeudi 13 mai, avec l'abbé Mathieu Daucher sur le thème « Pourquoi Dieu permet-il cela ?» L'abbé Mathieu Daucher étant installé aux Philippines, et il pourra nous raconter son expérience. Voilà, donc tous les webinaires passés et futurs sont à retrouver dans la rubrique webinaire du site des éditions Artege.
Le format est toujours le même, 1h30 de webinaire, avec au début une demi-heure d'exposé, puis 1 heure de questions-réponses avec l'auteur. Vous avez dès à présent la possibilité d'écrire vos questions sur la messagerie instantanée. Elle est réglée en mode confidentiel, donc c'est normal que vous ne voyez pas les contributions des autres internautes. Ce soir, nous sommes avec Jean-François Chemin. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Donc, vous êtes diplômé de Sciences Po Paris, docteur en histoire du droit, agrégé et docteur en histoire. Après une carrière de consultant et de cadre d'entreprise, vous êtes devenu enseignant dans le secondaire et depuis 5 ans, vous enseignez dans plusieurs grandes écoles. Votre premier ouvrage, Kiffe la France, vendu à plus de 10 000 exemplaires, était le témoignage de votre vie de professeur en zone d'éducation prioritaire auprès des jeunes issus de l'immigration. Aujourd'hui, vous publiez « Non, la France, ce n'est pas seulement la République » que j'ai donc ici. Voilà, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà. Voilà, donc ce livre engagé et passionné est autant fondé sur la conviction que sur l'expérience. Et je vais maintenant donc vous laisser la parole. Je crois que vous allez notamment nous parler du décalage qu'il y a entre le discours officiel sur la République et ce qui vous semble être la vérité. C'est un discours qui, selon vous, est dogmatique, donc inefficace. Pendant que nous vous écouterons, je prends toutes les questions que vous tous qui nous écoutez pouvez déjà poser sur la messagerie instantanée. C'est à vous. Bien, merci beaucoup. Donc, je salue les auditeurs. J'ai déjà reconnu un certain nombre d'entre eux à travers les présentations ou les localisations que vous m'avez indiquées. Je salue ceux que je connais et ceux que je ne connais pas. Alors, je vais rentrer directement dans le vif du sujet en vous disant l'origine de ce livre qui s'enracine dans une expérience que j'ai vécue le lendemain précisément de la décapitation de Samuel Paty, donc mon collègue décapité à Conflans-Sainte-Honorine. Il se trouve que le lendemain même, je faisais visiter quelques sites lyonnais à un groupe de jeunes, d'adolescents venus de Seine-Saint-Denis avec leurs parents. Et j'étais très embêté de ce qui s'était passé la veille et je leur ai notamment fait visiter le mémorial des martyrs de la Révolution française à Lyon. Donc il faut savoir qu'il y a eu un siège de Lyon pendant la Révolution qui a duré pendant la Terreur, qui a duré 3 mois et qui s'est soldé par des massacres épouvantables, des milliers de morts. Bien. Un ossuaire a été construit, réalisé après la Révolution pour accueillir les ossements de ces milliers de victimes. Et alors, à fond privé, il ne figure sur aucun dépliant touristique. L'Office du tourisme n'en parle jamais. Il n'y a aucune commémoration officielle, etc. Et les gens que j'ai amenés là, qui étaient tous issus de l'immigration, comme on dit, et de confession islamique, ont été extrêmement bouleversés de découvrir ça et extrêmement choqués du fait que jamais personne ne leur en avait parlé et que ceci était complètement caché. Et donc, il en est ressorti une immense colère et une immense incompréhension sur le thème on nous cache des choses, on nous ment. Et puis, quelques jours après, j'ai entendu le président Macron, lors de la cérémonie à la mémoire de Samuel Paty, déclarer que le rôle d'un enseignant, c'était de faire des républicains. Il n'a pas dit faire des hommes ou des femmes, il n'a pas dit faire des Français, il a dit faire des républicains. Et j'ai été fortement interpellé par cette idée que il fallait l'enseignant doit faire des républicains et que pour autant la République se fonde sur cet énorme mensonge, au moins ce mensonge par omission, qui est les massacres dont son apparition dans ce pays a été le prétexte. Et donc j'ai voulu creuser un petit peu la question et surtout clarifier mes idées par rapport à ça. Et je vais essayer ce soir de vous en faire une présentation aussi synthétique et claire que possible. Alors je précise, je ne suis pas un anti-républicain. Je pense que tous les régimes ont leurs qualités et leurs défauts. C'est plutôt la qualité des dirigeants qui pourront être importants. Donc je ne suis absolument pas anti-républicain. Par contre, voilà, j'aime bien chercher la vérité
et surtout, je déteste qu'on me prenne pour un idiot, et en me demandant de gober n'importe quoi et d'enseigner n'importe quoi. Donc, je voudrais ce soir vous présenter un exposé qui aura 4 parties. Tout d'abord, quels sont les mensonges sur lesquels repose le discours républicain officiel. Ensuite, dans un deuxième temps, je voudrais voir comment et par qui ces mensonges sont imposés aux Français. Je verrai dans un troisième temps d'où vient, quelle est l'origine de ce discours républicain, et enfin, quelles sont ses conséquences pour la France et les Français. Alors d'abord, ces mensonges, quels sont-ils? Et je pense que le mot qui correspond à ces mensonges, c'est le mot dogme. La République vit sur des dogmes, c'est-à-dire sur des vérités non prouvées, mais en même temps non contestables, sous peine de mort sociale. Voici par exemple quelques dogmes fondateurs de la République qui ne sont absolument pas remis en question et qui pour moi sont tous, les uns après les autres, faux. Premier dogme, la République est issue de la volonté du peuple. Elle est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, et elle serait issue de la volonté populaire. Si l'on regarde simplement l'histoire, rien n'est plus faux. En 1792, la République s'est imposée par la violence, après qu'une émeute de rue, instrumentalisée notamment par Danton et d'autres, ait pris le palais des Tuileries, siège du gouvernement, donc siège de l'exécutif, incarné par Louis XVI, en vertu d'une constitution qui avait été élaborée, votée quelques mois plus tôt par les représentants du peuple. Donc à l'époque, la France était une monarchie constitutionnelle par la volonté populaire, et l'émeute a entraîné la destitution de ce régime et la proclamation de la République. Deuxième exemple, 1870, le 4 septembre 1870, profitant de la captivité de Napoléon III, une émeute parisienne a proclamé la République, alors que quelques mois auparavant, les Français, à plus de 80%, avaient plébiscité le régime de Louis-Napoléon Bonaparte, enfin de Napoléon III, pardon, et à la première élection législative qui suivra, élection au suffrage universel, les Français vont envoyer 2 tiers de royalistes à l'Assemblée nationale. Donc on a là, lorsqu'il y a la Première République et la Troisième République, la preuve qu'elle s'est instaurée chaque fois par un coup de force qui contrevenait à la volonté, un coup de force parisien qui contrevenait à la volonté de la majorité de la population. Deuxième dogme, on nous explique que la République, c'est la démocratie. Donc, comme je le disais, le gouvernement par le peuple, pour le peuple. Eh bien, là aussi, j'affirme que c'est faux. Bien au contraire, la République fait tout pour écarter le peuple. Et d'ailleurs, le mot République, qui vient de Rome, eh bien, à Rome, la République était un gouvernement qui n'était pas considéré comme démocratique et qui se voulait précisément non démocratique. Il se voulait un mélange de monarchie, de aristocratie et de démocratie. Alors, lorsque la République a été instaurée, il y a eu un débat pendant la Révolution pour savoir s'il fallait instaurer une démocratie directe ou une démocratie représentative. Il a été décidé qu'il faudrait instaurer une démocratie représentative parce que le peuple n'était pas capable, pas assez savant, pas assez sage pour décider ce qui était bon pour lui. Ensuite, eh bien, comme le peuple ne s'amendait pas assez vite au gré des révolutionnaires qui voulaient un peuple vertueux, on y reviendra, eh bien, la Première République s'est instaurée par la terreur. Alors, je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais effectivement, aujourd'hui, on édulcore, on cache, ou bien même on justifie cet épisode terrible qui a quand même entraîné la mort de plusieurs centaines de milliers de nos concitoyens. Lorsque la République a été donc instaurée en 1870, on l'a vu
contre la volonté de la majorité des Français, les Républicains ont décidé que, c'est notamment la formule de Jean Massé, il faudra 30 ans d'éducation pour faire des Républicains. Donc il y a véritablement cette idée dans la République qu'il faut éduquer les Français pour qu'ils le deviennent. Donc ça veut dire qu'ils ne le sont pas naturellement, que peut-être ils n'ont pas envie de l'être, et que donc il faut les éduquer, voire peut-être même les rééduquer. J'y reviendrai. Troisième dogme. On nous explique que la République serait une rupture avec un ancien régime absolutiste et gouverné par l'Église. Là encore, c'est complètement faux. Je pense même que la République parachève l'absolutisme et le gouvernement de l'Église. Je m'explique. Le fil rouge de l'histoire européenne et française, mais pas seulement, on a eu la même chose en Allemagne, en Angleterre, etc., c'est la relation entre l'Église catholique et l'État. En France, il y a 3 grandes étapes qui caractérisent l'évolution de cette relation. La première étape, c'est le gallicanisme, à partir du règne de Charles VII en 1438, qui est la pragmatique sanction de Bourges. C'est un texte qui définit que le roi de France est désormais le maître de l'Église au temporel. Il laisse la direction de l'Église au pape au spirituel, et pour ce qui est de son organisation temporelle, c'est le roi qui est le chef de l'Église. Deuxième étape, l'absolutisme, à partir de Louis XIII et a fortiori Louis XIV. L'absolutisme dit que le roi ne tient son autorité sacrée, sa sacralité, que de Dieu lui-même. Et donc, l'Église, a priori, n'a plus de rôle à jouer là-dedans. Traditionnellement, le roi est sacré par l'Église. Eh bien, désormais, il peut échapper à la tutelle ou aux remontrances de l'Église en disant « mais moi, je tiens mon autorité directement de Dieu, je n'ai plus besoin du truchement de l'Église ». Troisième étape, alors, qui intervient en France au début de la Révolution avec l'étape de monarchie constitutionnelle, mais qui est une étape européenne qui a commencé avant, par exemple en Autriche, c'est ce qu'on appelle le despotisme éclairé. Il s'agit en fait, éclairé par les idées des Lumières, si je puis dire, que l'État se charge de fonctionnariser l'Église et de la rationaliser. Alors c'est ce qu'a fait Joseph II d'Autriche, le frère de Marie-Antoinette, mais c'est ce que fait l'Assemblée constituante avec la constitution civile du clergé. On fonctionnarise l'Église et on la réorganise. C'est l'État désormais qui est le maître de l'Église. La Révolution, donc, la République sous la Révolution va poursuivre cette absorption de l'Église par l'État, d'abord par la persécution du clergé qui la refuse, ensuite par l'instauration temporaire du culte de l'être suprême, et enfin par le Concordat de 1801 qui fonctionnarise véritablement, et pour un siècle, l'Église. Et puis, la République supprime tout ce qui faisait obstacle à l'absolutisme, au véritable absolutisme. Elle supprime notamment tous les corps intermédiaires, rebaptisés privilèges, en laissant l'individu nu et désarmé face à la toute-puissance de l'État. Et puis enfin, autre élément de cet absolutisme supérieur, si je puis dire, elle désincarne la fonction royale. Auparavant, le roi, il avait ses qualités et ses défauts, mais c'était un homme. Bon, tout au long du XVIIIe siècle, on a eu Louis XV, qui n'a pas laissé qu'un bon souvenir, notamment en matière de mœurs. La République, elle, devient une idée, devient un concept, elle est totalement abstraite, et de fait, elle est un pouvoir qui conserve toujours les mains blanches, les mains pures. Voilà, donc pour moi, la République se veut une sorte d'absolutisme absolu, et d'ailleurs, le mot n'a jamais été synonyme de démocratie, puisque lorsqu'il est réapparu dans le langage politique, c'est sous la plume d'auteurs comme Jean Bodin qui sont des penseurs de l'absolutisme. Donc la République est synonyme d'État fort. C'est un État qui ne doit de compte à personne, et notamment pas à l'Église. Et c'est pourquoi elle plaît à droite. La droite se dit volontiers républicaine, parce que République égale État fort. Quatrième dogme, la République laïque serait neutre du point de vue de la religion. Eh bien là encore, je pense que c'est faux. Elle est au contraire un christianisme et même un catholicisme qui ne dit pas son nom. Alors, j'en donnerai un certain nombre d'arguments, mais notons d'ores et déjà que le grand inspirateur de Robespierre, Jean-Jacques Rousseau,
disait, qu'il faut à la République une religion d'État obligatoire, qui soit structurante, qui donne des leviers à l'État sur la conscience des gens, et que cette religion, doit être d'inspiration évangélique, c'est-à-dire elle doit à la fois être inspirée de l'Évangile, mise en œuvre par l'État, tout en combattant l'Église, qui pour Jean-Jacques Rousseau est une institution concurrente de l'État et qui n'a pas lieu d'être. Voilà. Donc, je pense que ces dogmes sont tout à fait essentiels, mais que la République fonctionne avec tout un tas d'autres dogmes, plus mineurs, mais néanmoins extrêmement importants. L'immigration est une chance pour la France, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, ils sont interchangeables, la France est coupable de tout un tas de choses. Disons que le mode de rapport de la République à la vérité est le dogme. Ensuite, deuxième partie de mon exposé, comment et par qui ces dogmes sont-ils imposés au peuple? Et c'est là que je voudrais introduire la notion de cléricalisme et d'inquisition. En effet, on constate que ces dogmes sont martelés dans les esprits par une caste d'agents d'un État tout-puissant qui entend, et là je vais citer la phrase de M. Vincent Payon, arracher les consciences à tout autre déterminisme que celui de l'État. Alors quels sont ces acteurs cléricaux, si je puis dire, et qui se répartissent les rôles? Alors tout d'abord, on peut constater qu'il y a des gens qui s'arrogent, ça fait partie de leur statut, le droit de penser, et de penser des choses qui nous semblent à nous parfois extravagantes. Ce sont, alors on pense par exemple à toutes ces théories aujourd'hui sur le genre, ou bien sur la culpabilité de l'homme blanc, etc., etc. Toutes ces théories de la déconstruction qui détruisent, pan après pan, tous les éléments de notre civilisation. Eh bien, ils sont le fait d'universitaires, ils sont le fait de chercheurs au CNRS, en sociologie notamment. Tout le monde a à l'esprit les noms de Foucault, Bourdieu, Derrida, Deleuze, etc. Tous ces gens, notons-le, étaient des fonctionnaires de l'État, payés pour penser, si je puis dire, et penser n'importe quoi, y compris des choses, encore une fois, extrêmement destructrices pour le corps social, pour la nation, pour le pays. Il y a ensuite ceux qui vulgarisent ces dogmes. Et c'est notamment les gens comme moi, les membres de l'éducation nationale, qui sont là donc pour simplifier la pensée de ces penseurs, et puis la diffuser dans le cerveau des jeunes. Je voyais récemment sur Facebook un prof qui disait, voilà, j'ai décidé en première d'organiser un procès de l'homme blanc. Est-ce que vous pouvez me donner des conseils de lecture? Voilà. Bon. Il y a également, comme vulgarisateur, la presse qui martèle un certain nombre de vérités qui sont supposées effectivement faire avancer, évoluer les esprits. J'ai eu l'occasion de faire un cours de sociologie politique sur le vote de la loi sur le mariage pour tous. Eh bien, il est très frappant de voir comment, en quelques mois, la presse a réussi, à force de matraquage, à renverser l'opinion. On passe en quelques mois d'une majorité de gens qui y sont opposés à une majorité de gens qui y sont favorables. Et puis enfin, il y a ceux qui sanctionnent les hérétiques, c'est-à-dire les juges. C'est-à-dire qu'une fois que l'évolution est passée, alors d'abord passée dans les mœurs, ensuite passée dans la loi, eh bien, la contester devient un délit pénal, impitoyablement puni. On voit bien aujourd'hui que sur tout un tas de sujets, sociétaux notamment, eh bien, l'opinion inverse, enfin l'opinion opposée à la loi, qui était auparavant tolérée, devient aujourd'hui un délit pénal et une incitation à la haine. Alors de quoi est-ce que tous ces acteurs dont j'ai parlé, les universitaires, les chercheurs, l'éducation nationale, la presse, les juges, etc., de quoi sont-ils le nom? Eh bien, ils sont le nom des clercs, des clercs, C-L-E-R-C-S, c'est-à-dire au sens propre et au départ étymologiquement des religieux. Il y avait donc sous l'Ancien Régime un clergé qui était
un ordre de la société, un des trois ordres, l'ordre le plus important. Si je résume ce que c'est qu'un clerc, c'est un intellectuel qui dispose d'un statut privilégié dans la société et qui est doté d'un magistère intellectuel et moral sur le peuple. Alors, il faut bien comprendre également que, intrinsèquement, ce statut a à voir avec l'autorité religieuse, avec le pouvoir politique. Cette autorité politique, je vais y arriver, cette autorité religieuse est en rapport avec le pouvoir politique. Georges Dumézil, vous connaissez probablement, qui a beaucoup réfléchi sur les sociétés primitives, notamment les sociétés indo-européennes, est l'auteur d'une théorie des trois fonctions, et il montre que la première fonction regroupe le pouvoir politique et l'autorité religieuse. Le pouvoir est sacré et l'ensemble constitue la première fonction. La deuxième fonction, c'est la fonction militaire, et la troisième fonction, c'est la fonction de production. Donc, par essence, dans nos sociétés, le pouvoir et la religion sont liés. Donc, on a dans le statut de clerc, initialement, quelque chose d'un religieux qui a trait au pouvoir politique. Et on voit par exemple que très tôt, les rois ont eu des conseillers religieux, du bon Saint-Éloi à Richelieu, en passant par l'abbé Sugère. Et puis à la fin du Moyen-Âge, le statut d'intellectuel a évolué, le statut de clerc a évolué pour désigner l'intellectuel. Donc il n'est pas forcément destiné à une fonction religieuse, ça peut être une fonction politique. Je pense par exemple à tout ce qui était la noblesse de robe, les parlementaires, étaient donc des clercs, mais qui n'exerçaient plus une fonction religieuse, une fonction plutôt de serviteur de l'État. Maintenant, donc, si on regarde la Révolution française, on peut constater qu'elle a été l'affaire de clercs, que ce soit de clercs au sens propre ou que ce soit de clercs au sens élargi. Le nombre de clercs au sens propre qui ont participé de manière très active à la Révolution est impressionnant. Je pense à l'abbé Sieyès, par exemple, qui est l'auteur du premier texte qu'on cite aux élèves pour annoncer la Révolution. Qu'est-ce que le tiers-État? Rien. Que veut-il devenir? Tout. Sauf que l'abbé Sieyès n'appartenait pas au tiers-État, il appartenait au clergé. On a aussi Talleyrand, qui était évêque. On a Fouché, le massacreur de Lyon, futur ministre de la police de Napoléon, qui lui était oratorien. Donc la Révolution française a très largement été le fait de religieux, qui vont pour la plupart défroquer par la suite, mais qui sont de culture, de formation religieuse. Et puis n'oublions pas que la moitié du clergé a prêté serment de fidélité à la Constitution, et c'est donc en quelque sorte politisé et a accepté son statut de serviteur de l'État. Ensuite, la Révolution a été quasiment exclusivement le fait de clercs au sens élargi, c'est-à-dire d'intellectuels, avocats, journalistes, juges. Si l'on regarde par exemple le tableau de David, le serment du jeu de paume, on s'aperçoit qu'il n'y a que des hommes en culotte, c'est-à-dire pas des hommes du peuple, puisque par définition les gens du peuple étaient les sans-culottes. Au serment du jeu de paume, il y avait un seul paysan. Tout le reste était soit des avocats, des notaires, des juges, etc., soit des hommes d'église qui avaient rejoint le tiers-État. Notons que le chef de tout cela, c'est Robespierre, et que Robespierre se prenait tellement pour un prêtre que Condorcet, qui ne l'aimait pas, avait écrit de lui « Robespierre n'est qu'un prêtre et ne sera jamais qu'un prêtre ». Robespierre se prenait pour un prêtre. Donc, prétendre que la Révolution française, et donc la République, a été faite par le peuple pour le peuple, je pense que c'est faux. La Révolution française a été faite par les clercs, pour les clercs, le peuple n'ayant été qu'un instrument et un champ d'expérimentation pour les théories les plus audacieuses parfois. Le peuple, il est là pour qu'on l'éduque, pour qu'on le rééduque s'il ne comprend pas assez vite, pour qu'on le punisse, pour qu'on l'élimine éventuellement. Certains, sous la Révolution, proposaient de faire de la France un gigantesque cimetière, ou bien éventuellement même, je vais faire du mauvais esprit, pour qu'on le remplace. Et aujourd'hui encore, universitaires, chercheurs, profs, journalistes, juges, constituent une sorte de haut clergé ou de bas clergé, selon le statut de chacun, mais tous sont des intellectuels à statut, travaillant à l'amélioration morale des Français.
Et enfin, ces clercs ont un fonctionnement que j'appellerais clérical, c'est-à-dire que ceux qui ne partagent pas la doxa officielle, la doxa républicaine, sont considérés, si ce ne sont pas des intellectuels, comme des pêcheurs. Hein, et je pense par exemple à l'opinion qu'on a du privé dans l'éducation nationale. Mon Dieu, le privé et les entreprises, etc. Le privé, tout ce qui est le privé, souffre d'une présomption de vénalité et de procédés malhonnêtes. Les gens qui ne sont pas fonctionnaires sont là pour s'enrichir par les moyens les plus douteux. Si c'est un intellectuel, il est traité cette fois-ci comme un hérétique. Et on va non pas le combattre sur le plan des idées, mais le combattre sur le plan de la morale, en disant que, par exemple, il véhicule des discours de haine. Voilà. Donc, on ne débat pas, par exemple, avec M. Zemmour sur le plan des idées. On essaye de démontrer que, il y a 20 ans de ça, il aurait agressé sexuellement telle ou telle personne qu'il dénonce, ou bien qu'il tient des discours haineux, ou bien, voilà. Bon. Donc, là aussi, un comportement de type clérical. Alors, quelle est maintenant l'origine de ce discours républicain, qui pour moi est très largement un discours clérical? Eh bien, ce sont, je crois que Chesterton l'avait bien résumé, les fameuses vertus chrétiennes devenues folles. Vous connaissez la formule de Chesterton. Depuis la Révolution française, le monde est plein de vertus chrétiennes devenues folles. Et je pense que on ne voit pas assez comment le discours républicain est un discours qui s'enracine profondément dans nos origines chrétiennes. J'y vois d'abord ce qu'on pourrait appeler l'augustinisme politique. Alors, qu'est-ce que l'augustinisme politique? C'est une idée qui a été très présente, notamment au Moyen-Âge, qui consiste à dire, en s'inspirant de saint Augustin, que la principale mission du politique, de l'État, est de contribuer au salut de ses sujets sous l'autorité de l'Église. Donc il s'agit en fait pour l'État, sa première mission, c'est de moraliser, d'essayer de faire de ces sujets des saints, de les préparer au salut. C'est plus important que de gouverner. Alors ça, Richelieu l'avait contesté, en disant que les vertus individuelles qui doivent permettre à chacun d'assurer son salut ne doivent pas être mises en œuvre par l'État, qui lui a une autre mission, qui est d'assurer le salut terrestre de la nation. Alors je me demande s'il y a effectivement, dans la vision républicaine, s'il n'y a pas cette idée d'augustinisme politique, c'est-à-dire de nous obliger à la vertu. J'y vois également une autre déviation qui est le pélagianisme. Pélage était un moine du début du Ve siècle qui affirmait que chacun peut être sauvé, peut être saint, par la simple force de sa volonté. Il n'y a pas besoin de la grâce divine. Alors on retrouve saint Augustin là aussi, parce que saint Augustin a combattu cette idée en disant qu'il y a besoin, on ne peut pas être parfait par nous-mêmes, on a besoin de la grâce divine. L'État républicain nous veut parfait. Il repousse toujours plus loin les limites de l'exigence morale qui nous est imposée, et il pense, puisqu'il rejette Dieu et qu'il rejette l'intercession de l'Église, il pense que nous avons la possibilité d'y arriver à la force du poignet, par la force de notre volonté. Troisième idée qui me semble importante, le jansénisme. Le jansénisme est une déviation du catholicisme qui a eu un grand succès au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, où il a dévié en jansénisme politique. Et certains considèrent que ce jansénisme est l'une des grandes causes de la Révolution française et dont on ne parle pas assez. Le jansénisme était une sorte de puritanisme catholique. Il considérait de manière très pessimiste que nous n'étions jamais assez purs, jamais assez saints, jamais assez dignes, que le roi, et c'est en cela qu'il était assez révolutionnaire, le jansénisme, le roi était toujours trop impur pour bien gouverner, les prêtres trop impurs pour célébrer la messe, et les fidèles trop impurs pour y assister. Et il y a effectivement quelque chose, si l'on sait effectivement que le jansénisme a eu un grand rôle dans les origines de la Révolution française, il y a quelque chose de janséniste dans la République. Elle nous pousse à la vertu, mais c'est une vertu triste. C'est une vertu de privation, c'est une vertu d'autoflagellation. Voilà, c'est une vertu puritaine. Je vois également donc comme source religieuse et chrétienne dans la République, eh bien son projet religieux. Alors, pour ceux qui liront mon livre ou qui l'ont vu,
vous verrez que la Révolution française a eu une obsession religieuse, et notamment une obsession de singer le catholicisme. Je donne un seul exemple. Le tableau de David, le serment du jeu de paume, si vous le regardez et que vous lisez en parallèle le récit dans les Actes des Apôtres de la Pentecôte, eh bien, David a représenté le serment du jeu de paume comme une Pentecôte. Et la fête de l'être suprême qui a instauré Robespierre a eu lieu le 8 juin 1794, jour de la Pentecôte. Et puis, on a également une autre velléité religieuse dans la Révolution française, avec le projet de Ferdinand Buisson, qui a été le fondateur de l'instruction publique, de la future éducation nationale, qui est de faire de l'école, et il le dit clairement, le temple d'une nouvelle religion, qui aurait pour mission de propager le message évangélique, mais sans Dieu et sans l'Église, en réalisant, et je le cite, une transsubstantiation, le mot n'est pas anodin, pour faire des petits Français dans leur diversité des républicains. Donc il y a véritablement de la part de la République, et notamment de l'école, une volonté de se calquer sur la religion catholique. Et puis alors, il y a cette obsession aujourd'hui dans les vertus républicaines, eh bien de mettre en place le règne de l'amour. Moi, je suis extrêmement frappé de voir que toutes les dérives aujourd'hui auxquelles nous assistons ont l'amour, mais enfin l'amour, un amour dévoyé comme cœur, que ce soit accueillir l'étranger à tout prix, que ce soit cette obsession de partager nos biens, de ne pas juger le pécheur. Hein, qui sommes-nous pour juger telle ou telle catégorie de personnes, surtout si ces personnes veulent aimer qui elles veulent, ou bien avoir un enfant à aimer par tous les moyens. Et puis aujourd'hui, le maître mot, c'est de lutter contre nos phobies, c'est-à-dire de lutter contre nos haines, c'est-à-dire d'instaurer l'amour du prochain sous peine de punition. Je termine en considérant maintenant quelles sont les conséquences de tout cela pour la France et les Français. Eh bien, je crois que cette conception républicaine est potentiellement la source de grandes violences. Tout d'abord, une grande violence symbolique à l'égard des Français qu'elle entretient dans une culpabilité permanente. L'exigence d'amour qui est devenue celle de la République n'est jamais assouvie. Par définition, l'objectif ne peut pas être atteint, il est toujours repoussé, on n'aimera jamais assez notre prochain. D'autant plus qu'il n'y a pas de Dieu, pas de miséricorde, donc le tonneau des Danaïdes ne sera jamais vidé. Hein. Les antifas et autres le disent, ni oubli ni pardon. Ce que nous avons fait, parce que comme tout le monde, nous avons fait des choses bien et des choses moins bien, ne sera ni oublié ni pardonné, c'est imprescriptible. Alors dans l'éducation nationale, ça se manifeste par exemple par des programmes scolaires qui sont en permanence centrés sur la repentance et en revanche l'oubli des agressions dont nous avons pu être l'objet dans notre histoire, la colonisation, histoire de la colonisation à sens unique, histoire de l'esclavage à sens unique, les relations avec l'islam présentées à sens unique, nous sommes intrinsèquement coupables. Cette violence se manifeste également par une justice à deux vitesses, toujours plus impitoyable pour les Français de souche ou les bons citoyens. Hein. C'est la phrase de Philippe Muret dans l'Empire du bien. La seule vraie question aujourd'hui est de savoir si au nom du bien, il est encore possible de ne pas tout interdire absolument. Donc aujourd'hui, on le voit, nous sommes enfermés chez nous, notre pensée, notre expression, tout est hyper contrôlé. En revanche, un certain laxisme, et je constate que les catégories d'actes ou de personnes qui font l'objet de laxisme républicain, que ce soit par exemple l'immigration clandestine ou bien que ce soit la délinquance, eh bien je constate qu'à chaque fois ce sont des actes ou des comportements qui sont là pour nous pousser, nous les Français, à nous remettre en question, à plus de sainteté, à accepter l'étranger, à accepter de partager nos biens, à accepter de pardonner, à accepter d'aimer ceux qui nous font du mal. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la flagellation. Voilà. Donc là aussi, je pense que c'est violent en soi et susceptible de provoquer une grande violence. Et puis alors, un mot sur l'islam qui semble aujourd'hui, autour duquel semble tourner le débat républicain. Je pense, et je l'ai expérimenté en zone d'éducation prioritaire, il y a une incompréhension de la part des musulmans à qui nous venons raconter que la République est religieusement neutre, mais eux ne s'y trompent pas.
et voit bien comment, à juste titre, elle est un avatar du christianisme. Et puis, je pense que l'islam a également une grande utilité pour la République. Dans son combat contre l'Église catholique, qui est quelque chose de prioritaire pour elle. Tout d'abord, elle permet de noyer l'Église catholique dans l'interreligieux. L'Église catholique, elle est là avec le judaïsme, elle est là avec l'islam, avec le bouddhisme, etc. Donc, l'Église, la grande ennemie, la grande concurrente, est noyée dans l'interreligieux. Deuxièmement, l'islam permet à la République, qui ne veut pas faire de distinction entre les religions, de comprendre l'Église dans la lutte contre les séparatismes. Au nom de l'interdiction de certaines déviations ou provocations qui sont le fait de musulmans extrémistes, eh bien, on ne fera pas de distinction, on interdira également une visibilité de l'Église qui sera présentée comme contraire à l'ordre public. Et puis enfin, certaines dérives, certains excès inacceptables de la part de certains musulmans extrémistes permettent de jeter le bébé catholique avec l'eau du bain de la religion. Certains vont expliquer que de toute façon, le problème, c'est pas l'islam fondamentaliste, c'est la religion. Je me souviens qu'après, je ne sais plus quel attentat islamiste, la ministre de la Culture de l'époque avait dit « il faut désormais bouffer du curé ». Alors, je conclus ce propos en disant, et je répète que je ne suis pas a priori anti-républicain, je veux simplement que la République corresponde un petit peu plus à la vérité et soit moins un discours dogmatique. J'aimerais tout d'abord que la République soit plus démocratique et qu'elle tienne donc plus fortement compte de l'opinion du peuple. Si on nous dit, par exemple, d'après les sondages, que 70% des Français sont hostiles à la poursuite de l'immigration, pourquoi est-ce que c'est un sujet qui n'a pas lieu d'être débattu, parce que ce serait un sujet immoral et qu'on n'a pas... Voilà. Donc, je pense qu'il faut instaurer plus de démocratie directe et s'engager à tenir compte des décisions des Français, de la demande des Français. La République doit être plus démocratique. La République également, pour moi, doit être plus pleinement laïque. C'est-à-dire que je pense tout d'abord, et je reprendrai l'idée de Richelieu, que c'est pas avec de la morale chrétienne ou avec une morale issue du christianisme sans qu'on s'en rende compte qu'on fait une bonne politique. Je pense que la République doit laisser à l'Église ou aux religions le soin de préparer leurs fidèles au salut de leur âme, et qu'en revanche, elle doit, elle, s'occuper des véritables sujets qui sont la défense nationale, la défense des frontières, la défense de la sécurité, les infrastructures, etc. Voilà. Plus de régalien, moins de sociétal. Et puis je pense toujours dans cet aspect république plus laïque qu'il faut également commencer à lutter contre les privilèges de ce néo-clergé qui, bien tranquillement installé dans un statut protecteur, payé avec nos impôts, qu'ils soient fonctionnaires ou employés par des journaux subventionnés, ces gens qui sont là pour nous faire la morale, eh bien, j'estime effectivement qu'il faut commencer à mettre un terme à cela. Je ne sais pas de quelle manière ça peut se faire, mais en tout cas, ça me semble important. Et puis enfin, il faut une République plus française, c'est-à-dire une République qui, plutôt que de faire la leçon aux Français et de toujours les culpabiliser, donne la France à aimer. Et je conclurai par cette très belle phrase de la philosophe Simone Veil dans L'Enracinement, écrit, je crois en 1942, au plus noir de l'occupation. Il faut donner quelque chose à aimer, et ce quelque chose, c'est la France. Je vous remercie. Merci. Nous avons déjà un certain nombre de questions. Alors, nous allons pouvoir commencer. Donc, alors, première question, comment faire tomber cet édifice néo-religieux? Alors, ça, c'est effectivement une question extrêmement difficile, et je pense que on ne le fera pas tomber comme ça. Alors, je pense par exemple à l'éducation nationale, qui est le cœur du dispositif, qui est le bunker. Je pense effectivement qu'on n'arrivera pas ni à le supprimer ni à le réformer, mais qu'en revanche, les initiatives qui se développent, notamment d'enseignement hors contrat, sont de bonnes initiatives. Je pense à la justice. Je me suis posé la question sur la justice. On a une justice qui est hyper politisée. Rappelez-vous le mur des cons. Voyez cette justice à deux vitesses
qui fait que d'un côté, on libère des jeunes qui ont essayé de brûler des policiers et que de l'autre, on inculpe génération identitaire de complicité de crimes contre l'humanité, rien que ça. Il y a dans la justice française, je pense notamment aux tribunaux de commerce ou aux tribunaux de prud'homme, des magistrats qui sont des magistrats non professionnels. Et pourquoi? Et pareil pour les tribunaux d'assises, pour les cours d'assises, où on fait appel à des jurés qui ne sont pas des professionnels. Donc pourquoi faut-il à tout prix faire reposer la justice sur une corporation noyautée par certains courants de pensée politique? Je pense qu'il y a peut-être une réforme à faire de ce point de vue-là. Bon, pour ce qui est des universitaires et de nos chercheurs en sociologie, là je pense qu'il y a certainement des bastions à faire sauter. Je ne connais pas le statut des universitaires dans d'autres pays, mais est-ce que dans tous les autres pays, on a à ce point des gens qui sont universitaires ou chercheurs toute leur vie, totalement coupés des réalités? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, comme je l'ai fait, mais avec moult difficultés, faire une partie de sa vie professionnelle en entreprise, et puis ensuite aller travailler dans l'enseignement, éventuellement même dans l'enseignement supérieur, et puis ensuite retourner à l'entreprise? Il faut casser ces monolithes issus de Napoléon. C'est vrai qu'aujourd'hui on célèbre, j'en fais partie, le 200e anniversaire de la mort de Napoléon, qui était certes un grand homme, mais je pense qu'il a quand même eu ce tort de fonder des masses de granit qui sont tellement granitiques qu'elles ont permis la véritable bunkérisation d'un certain nombre de corps cléricaux, qui aujourd'hui travaillent pour eux et pour la préservation de leurs privilèges et au détriment de la nation. Ces gens me font penser aux passagers de première classe du Titanic qui dansaient le Charleston sur le pont pendant que les troisième classes étaient dans l'eau. Ils s'en fichent que les troisième classes se noient parce que ce qui compte pour eux, c'est la préservation de leur statut. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on doit pouvoir faire évoluer. À mon avis, le plus dur, c'est l'éducation nationale, parce que c'est 1 million de personnes et qu'on ne fera pas évoluer comme ça. Mais il faut instaurer une concurrence. Voilà. Je ne dis pas que j'ai la réponse, je montre néanmoins ce qui est pour moi le cœur du problème. Merci. Alors, nous avons une autre question. Quel est le rôle de la franc-maçonnerie? La franc-maçonnerie, alors, évidemment, ça fait partie de ce néo-clergé. Enfin, en tout cas, alors pour ce qui est de la franc-maçonnerie politisée, c'est-à-dire le Grand Orient, il fait clairement partie de ce néo-clergé. D'ailleurs, il singe les rituels religieux. Il se réunit dans un lieu qui s'appelle un temple. Il fonctionne avec des rites qui singent la liturgie. Et puis, il est très fortement implanté dans ce corps qui est ce néo-clergé. Je me souviens d'une conférence que j'avais faite à l'École normale supérieure à Lyon, où j'avais témoigné de ma foi chrétienne, et où à la fin j'avais été pris à partie par un inspecteur général qui m'a dit textuellement, vous êtes ici à l'École normale supérieure, dans le temple de la laïcité, vous n'avez pas à témoigner de votre foi catholique, et sachez que la franc-maçonnerie est très implantée dans l'éducation nationale et qu'on ne vous loupera pas. Je vais terminer comme ça. Voilà, donc il y a effectivement, j'en ai pas parlé, mais une osmose, en tout cas entre le Grand Orient et ce néo-clergé dont je parlais tout à l'heure. D'ailleurs, le président François Hollande avait dit, lorsqu'il avait visité le musée de la franc-maçonnerie, je crois que je le cite dans mon livre, on ne peut pas être un bon républicain si on n'est pas franc-maçon. Merci. Alors, nous avons également... les personnes vous remercient déjà. Nous avons une question. En quoi ce que vous présentez est-il spécifiquement français? Les réformes sociétales que vous mentionnez, par exemple, semblent largement dépasser notre pays. Oui, alors je me suis effectivement posé la question.
Maintenant, j'ai quand même le sentiment que dans les pays où l'Église catholique est fortement implantée et respectée, la force d'impact de ces réformes, ça ne veut pas dire qu'elles n'arrivent pas à avancer, mais elle est plus faible. Je pense à des pays comme l'Irlande, je pense à des pays comme la Pologne, des pays comme l'Italie. Encore une fois, je ne dis pas qu'ils ne vont pas y arriver, mais d'une part, l'Église est plus résistante, et puis alors, il y a quand même quelque chose qui me semble très largement français et qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de pays, notamment dans les pays catholiques, c'est le puritanisme et l'inverse de la joie de vivre, quoi, la tristesse de vivre. J'ai le sentiment, quand on va en Espagne, quand on va en Italie, quand on va en Pologne, quand on va en Irlande, qu'on a affaire à des gens joyeux. Je pense que le propre de l'Église catholique, c'est d'avoir une compréhension du péché et tout en le combattant, d'en avoir une conception miséricordieuse. Et ça, c'était un peu la tradition française. Les Français étaient traditionnellement des bons vivants. C'était des gens qui aimaient bien la bagatelle, qui aimaient bien la bonne chair, qui aimaient bien le bon vin, qui aimaient bien se battre en duel, qui aimaient bien tous les plaisirs, mais qui se savaient pécheurs, mais en même temps savaient qu'ils pouvaient être pardonnés. Contrairement aux pays protestants, et notamment aux pays calvinistes, la Hollande, très largement l'Angleterre, puis alors les États-Unis, bien sûr. Voilà. Et le jansénisme, qui est encore une fois une espèce de puritanisme catholique, qui a fortement influencé la Révolution française, a fait que on a évolué vers une sorte de puritanisme qui nous fait finalement beaucoup plus proches des États-Unis que de pays voisins restés joyeusement catholiques. Je pense notamment à l'Italie ou à la Pologne. Donc c'est vrai que la tendance est générale. Je pense quand même que la nature même de la République et son origine lui donne une force toute particulière. Je pense qu'il n'est pas étonnant que nos philosophes aient inspiré les délires auxquels nous assistons aux États-Unis et que du coup ils aient un aussi grand succès chez nous. Voilà. Il y a une sorte entre notre jansénisme et leur puritanisme, il y a une convergence qui n'aurait pas existé quand nous étions joyeusement catholiques. Merci. Et c'est vrai que vous aviez dit dans votre livre, j'avais noté, la morale républicaine ne laisse rien lui échapper. Elle s'insère dans nos propos privés, certains étant condamnables même s'ils ont été tenus de chez soi. Elle lamine les consciences, ce que vous dites. Et vous disiez aussi que la culpabilisation est permanente. Donc c'est ce qu'on retrouve en fait dans ce que vous dites là en réponse. Alors, plusieurs questions sur l'école. Je ne sais pas si je vous les lis toutes en même temps. Que pensez-vous du niveau scolaire? Tout est-il perdu? Les profs ne peuvent-ils plus transmettre un savoir et des valeurs solides aux élèves? Cela ne dépend-il pas de la conscience de chacun? Sommes-nous condamnés à voir le niveau descendre de génération en génération? C'est la même personne qui pose toutes ces questions. C'est pour ça que je les ai lues ensemble, mais voilà, il y a question du niveau scolaire, finalement. Est-ce que tout est perdu? Est-ce que le niveau va continuer à descendre? Et que peuvent faire les profs, finalement? Alors, je dirais tout d'abord qu'aujourd'hui, l'éducation nationale ne s'appelle plus ministère de l'instruction publique. Alors, c'est vieux, hein, ça date de 1932. Enfin, je pense que c'est une chose de s'appeler ministère de l'instruction publique, c'est une autre chose de s'appeler ministère de l'Éducation nationale. Notons tout d'abord que ce sont les deux grandes prérogatives de l'Église. Moi, j'ai longtemps cru que les prérogatives de l'Église, essentiellement, c'était de conférer les sacrements. Non, j'ai découvert qu'en fait, l'Église doit d'abord instruire et éduquer. Bien. C'est pour ça que les premières écoles en chrétienté ont été le fait de l'Église et que pendant fort longtemps, elle en a eu le monopole. Donc, l'Église tenait les deux fers au feu, l'instruction et l'éducation, morale notamment. Voilà. La République, au départ, donc, a repris les deux, l'instruction et en même temps l'éducation avec la fameuse morale de nos pères, hein, les cours de morale républicaine, comme disait Jules Ferry, ça devait être la morale de nos pères, donc
une morale lointainement issue du christianisme. En 1932, l'appellation a changé. Donc le but premier de l'école aujourd'hui n'est plus d'instruire, il est d'éduquer. Et ça n'est pas du tout la même chose. On voit bien qu'aujourd'hui, le but de l'école est de faire évoluer les consciences, de faire évoluer les réflexes. Je suis extrêmement frappé, je raconte cette anecdote dans mon livre, une anecdote, de voir par exemple comment les comportements virils des petits garçons sont aujourd'hui dépréciés, sont aujourd'hui combattus. Donc, il s'agit de faire évoluer les gamins sur des sujets sociétaux, sur les rapports garçon-fille, sur comment être un homme, comment être une femme, qu'est-ce qu'on fait de son corps, comment est-ce qu'on regarde l'autre. Voilà, on matraque les enfants sur des sujets moraux, dont certains relèvent de l'aberration intellectuelle. Et moi, je pense que pour faire rentrer certains clous qui sont pour moi des absurdités morales, il vaut mieux avoir affaire à des gens qui ont une certaine incapacité de réfléchir, parce que si je suis là aujourd'hui à vous tenir ces propos totalement incorrects et qui font de moi, vous l'avez bien compris, un extrémiste de droite totalement infréquentable, c'est parce que j'ai eu la chance d'être encore élevé dans une... Pourtant, j'étais à l'école publique dans les années 60, où on m'a encore instruit. On m'a appris à réfléchir, à lire, écrire, compter, à exercer un esprit critique. Cet esprit critique, on l'a pas mal développé en famille. Bon, aujourd'hui, l'école ne permet plus l'esprit critique. Sur un certain nombre de sujets, c'est-à-dire sur à peu près tous d'ailleurs, on a intérêt à penser droit, sous peine des pires sanctions. Hein, l'école est un matraquage moral qui fait passer totalement au second plan la capacité de raisonner. Et puis c'est vrai que quand on a des cours à longueur de temps sur le genre, eh bien c'est du temps qui est pris sur l'apprentissage des fondamentaux. Donc je pense que tout se rejoint. On a de moins en moins de temps pour les fondamentaux et de toute façon, ils ne sont pas utiles. On veut aujourd'hui des gens qui sont qui a des réflexes pavloviens sur un certain nombre de sujets. Alors, force est également de constater que les collègues enseignants, surtout les jeunes, mais pas que, sont aussi des gens qui sont passés par le moule de cette éducation nationale-là et qui eux-mêmes n'ont pas les bases. Le nombre de fois où j'ai vu des annotations de collègues professeurs de français ou professeurs d'histoire, enfin dans des matières littéraires, truffées de fautes d'orthographe basiques, il est clair que c'est pas ces gens-là qui aujourd'hui ont intellectuellement la capacité de transmettre les dits fondamentaux, sachant que j'ai conscience moi-même d'être nettement en dessous de la génération de mes parents sur ce qui était un certain nombre de fondamentaux. Il se trouve que j'ai fait une thèse d'histoire romaine et une thèse de droit romain en étant d'une nullité abyssale en latin, parce que je pense que ma génération n'a pas bénéficié de l'enseignement du latin qui était celui de la génération d'avant. Hein, on commençait en 4e, on avait peu d'heures, et je pense que l'apprentissage des langues mortes est extrêmement structurant pour l'intelligence. Alors je peux pas vous expliquer pourquoi, mais je le constate. Donc je considère que moi-même, j'appartiens à une génération qui est déjà décadente par rapport à la génération d'avant. Hein, j'ai le sentiment d'être un Romain du IVe siècle. Bon, alors c'est a fortiori le cas pour des enseignants qui ont une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Alors je ne veux pas généraliser, il y a certainement parmi ceux qui m'écoutent de jeunes enseignants de très grande qualité, mais je m'inclus moi dans le lot de ceux qui n'ont pas reçu le meilleur par rapport à la génération d'avant. Donc il est très difficile de transmettre ce qu'on n'a pas reçu. On fait ce qu'on peut, mais il est clair que, pour en revenir à la question de départ, de toute façon, ce n'est plus aujourd'hui la priorité de l'éducation nationale. On ne veut pas des gens qui sachent réfléchir, on veut des gens qui pensent de manière, encore une fois, pavlovienne, comme ils doivent penser, qui aient des actes réflexes sur un certain nombre de sujets. Merci. Alors, question également, la République croit-elle encore en elle-même et à ses valeurs? Vaste question. Je pense que
je ne sais pas ce que croit la République profondément. Je ne sais pas ce que croient profondément les gens qui ressassent la République. Je crois qu'ils croient avant tout profondément à leur position sociale. Il y a une phrase de La Bruyère que j'aime beaucoup. Un dévot est quelqu'un qui serait athée sous un roi athée. Il écrivait ça à l'époque de Louis XIV. Je pense qu'aujourd'hui, la République, donc vous l'avez compris, est de l'ordre de la religion et qu'elle a donc ses dévots. Et qu'il y a tout un tas de gens qui font des grands discours, qui répètent des mantras sur la République, sur la laïcité, le pacte républicain, le nombre de fois où j'entends parler du pacte républicain, mais expliquez-moi ce que c'est que le pacte républicain. J'entends parler de l'état de droit, expliquez-moi ce que c'est que l'état de droit. J'entends dire, il n'y a pas de laïcité positive ni de laïcité négative, il y a la laïcité point barre. Bon, qu'on m'explique cette phrase. Donc j'ai vraiment le sentiment de, comment dire, d'hommage qu'on rend à la déesse, sans se préoccuper de savoir réellement quelle est sa consistance, mais simplement parce que si on veut conserver sa place, si on veut conserver son statut, si on veut conserver ses privilèges, on est obligé de faire ses révérences. Je pense notamment à tous ces rituels de pétitionnaires. Vous voyez, je sais pas, c'est l'un des grands trucs des clercs, c'est de signer des pétitions qui leur permet de se retrouver entre eux. Alors, quel que soit le sujet, on se retrouve à 200, 300, 500. Alors, il y a Jean-Paul Sartre, mais à côté de ça, il y a l'obscur vacataire à l'université de Pétaouchnok qui est à côté de Jean-Paul Sartre, donc qui en fait partie. Et je crois que quand on en est là, on se fiche royalement de savoir ce qu'on signe, pourquoi on le signe. C'est avant tout en faire partie et continuer d'en profiter et continuer de profiter du statut privilégié que cela confère. Vous savez, je suis extrêmement frappé de voir à quel point tout le monde aurait été résistant aujourd'hui. Bien sûr, tout le monde aurait été résistant, mais dans sa très grande majorité, l'administration et notamment le corps enseignant, alors il y a des exceptions, bien sûr, mais dans la majorité, le corps enseignant s'est plié au régime de Vichy, et le corps préfectoral, et Simone Veil, par exemple, Simone de Beauvoir a signé les papiers comme quoi elle s'engageait, elle affirmait qu'il n'avait pas d'antécédents israélites. Donc on a aujourd'hui tout un tas de gens qui prennent des grandes postures en temps de paix et qui, lorsque les choses sont plus troublées, plus risquées, sont d'un conformisme à toute épreuve. Donc je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais je pense qu'aujourd'hui il est de bon ton d'être républicain. Le jour où il faudra faire d'autres allégeances, on trouvera les mêmes qui aujourd'hui font allégeance à la République, qui feront allégeance à autre chose, et on trouvera toujours encore Jean-François Chemin en train de faire du mauvais esprit dans son coin. C'est comme ça. Merci. Une personne demande que pensez-vous de cette pensée unique proposée par les médias qui sont complaisants avec notre majorité politique? Comment s'informer correctement pour garder un esprit critique? Alors, cette pensée unique fait totalement partie de ce cléricalisme dont je parlais tout à l'heure. Vous avez quelqu'un comme Ingrid Riocreux qui a très très bien analysé dans un certain nombre de livres l'hyperconformisme de la caste médiatique. Je ne sais plus qui a écrit ça, bon, mais il y a une formule dont j'ai retenu le nom. Aujourd'hui, les médias français n'informent pas, ils formatent. C'est quelque chose comme ça, la phrase. Bon. Donc, on a des gens qui sont formatés dans des écoles de journalisme, sélectionnés en fonction de leur conformité, qui travaillent pour des journaux qui sont subventionnés pour la plupart par l'État et qui vivent de subventions qu'ils ne peuvent continuer à conserver qu'à partir du moment où ils se soumettent à la pensée unique. On voit le sort de journaux comme Valeurs Actuelles, comme Présent, qui se font supprimer leurs subventions et puis même leur publicité, etc., etc. Donc aujourd'hui, il y a un hyper-conformisme des médias, un hyper-conformisme des journalistes. Donc, il y a une pensée unique. Alors, comment s'informer à côté?
Bon, il y a évidemment les médias dits de réinformation, sauf qu'il faut peut-être aussi s'en méfier parce que ils ont certainement leur biais. Et moi, le meilleur moyen que je vois pour ne pas sombrer ni dans la pensée unique, ni dans une pensée inverse qui pourrait être elle aussi unique, c'est la culture générale. À titre personnel, je sais que ma culture classique, bon, je parlais de mes études romaines, mais m'aide énormément par la profondeur de champ qu'elle me donne, notamment sur l'histoire. C'est ce qu'on appelait auparavant les humanités, hein, me permet de comprendre beaucoup de choses. Et je pense que si effectivement aujourd'hui on parle de supprimer l'ENA ou au moins de le réformer, je suis extrêmement frappé de constater l'inculture abyssale de nos dirigeants politiques et de nos fonctionnaires, notamment en matière historique. Je donnerai un exemple tout bête. Alors, excusez-moi, je dévie un peu par rapport à la question, mais ça me permet quand même de vous le dire. Il se trouve que pour ma thèse de droit, j'ai beaucoup travaillé Tite-Live, un historien romain. Bon, eh bien, après la bataille de Cannes, donc en 217 avant Jésus-Christ, pardon, les Romains ayant été battus par Hannibal au débouché des Alpes, et puis ensuite près du lac Trasimène, et puis finalement acculés dans le talon de la botte italienne, l'armée romaine est massacrée. Et donc, beaucoup de gens considéraient que les Romains étaient vaincus. Et pourtant, un consul a dit, en gros, hein, pas textuellement comme ça, mais que Rome avait perdu une bataille, mais qu'elle n'avait pas perdu la guerre. Je pense que le général de Gaulle, lorsqu'il a fait son discours du 18 juin, est quelqu'un qui avait en tête Tite-Live et la bataille de Cannes. Et que quelqu'un qui aujourd'hui n'aurait pas cette culture historique dans la grande profondeur, dans des moments difficiles, serait incapable de prendre les décisions qui s'imposent pour le salut de la nation. Mais aujourd'hui, quand on voit que Sciences Po, au nom de l'égalité et de la justice sociale, on a supprimé les profs de culture générale, c'est tout à fait désolant. Moi, je crois véritablement que la clé de la liberté de penser, c'est la culture des humanités. Merci. Alors, question aussi, une personne dit, enfin, non, simplement juste sur la presse, j'ai retrouvé la citation que j'avais notée, quand vous dites que la presse, même quel que soit son bord, véhicule dans sa grande majorité les idées dites républicaines. Donc voilà, c'est vrai que vous en avez parlé dans un de vos chapitres. Maintenant, nous avons encore la question de la guerre civile. Est-ce qu'il est encore possible de redresser la barre ou est-ce qu'on va inéluctablement vers une guerre civile? Non, c'est une question difficile que je ne suis pas prophète. Bon, et je ne voudrais pas non plus être prophète de malheur. Donc, il me semble, pour ma part, que nous glissons vers une guerre civile, quelle que soit son ampleur, quelle que soit sa durée. Maintenant, ce que je voudrais remarquer, c'est que ça n'est absolument pas nouveau dans l'histoire de France, ni d'ailleurs dans l'histoire de l'Europe, qui est tissée de guerres civiles. Les guerres civiles dans l'histoire de France, c'est les Armagnacs contre les Bourguignons, c'est les catholiques contre les protestants, c'est les Vendéens contre les Bleus, c'est les collabos contre les résistants, c'est Algérie française contre... bon, voilà. De toute façon, la guerre civile, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de notre histoire, ça fait peut-être même partie de notre ADN. Je constate également que ça fait particulièrement partie de l'ADN de la République, puisque la République s'est fondée sur la guerre civile, c'est-à-dire une guerre menée par la République et par les républicains contre ceux qui ne partageaient pas ses vues. Il y a véritablement dans l'idée républicaine, dans l'ADN de la République, cette idée qu'il faut combattre des ennemis, c'est-à-dire tous les gens qui ne correspondent pas à la pensée unique, et qu'il faut en purifier le pays. Et il y a également quelque chose qui, dans la pensée républicaine, va très loin, qui consiste à dire que la France étant le pays des droits de l'homme, toute personne qui adhère à l'idéologie des droits de l'homme est pleinement française, donc quelque part, potentiellement, la
la qualité de français est extensible au monde entier, tout le monde a sa place en France. En revanche, n'ont pas leur place en France les gens qui n'acceptent pas la pensée unique. J'évoque dans mon livre ce penseur dont évidemment le nom m'échappe sur l'instant, mais bon, socialiste qui au moment où Sarkozy essayait de trouver quels étaient les critères de l'identité nationale, en définissait 4, dont l'un était adhérer à la Révolution française. Donc, en gros, est français celui qui trouve que la Révolution française, c'est super. Et en revanche, celui dont je fais partie, qui a quelques réticences par la Révolution française, ne mérite pas la qualité de français. Donc, il y a véritablement dans les chromosomes de la République cette idée de combattre par la violence les gens qui n'ont pas les mêmes vues que ceux qui se proclament républicains. Donc, je ne dis pas qu'on aura une guerre civile ou qu'on n'en aura pas. À titre personnel, je serais plutôt inquiet. De toute façon, les guerres civiles, on finit toujours par en sortir. C'est douloureux, c'est un très mauvais moment à passer. Voilà. Mais ça fait totalement partie de notre histoire, et notamment de l'histoire de la République. Donc maintenant, je ne peux pas me projeter dans l'avenir. C'est vrai que ça fait quand même 75 ans que nous vivons en paix, mais c'est une exception dans notre histoire. Nous n'avons jamais vécu aussi longtemps en paix, et bon, j'espère que le retour de bâton ne sera pas à la mesure du sursis que nous avons eu. Mais encore une fois, je ne suis pas prophète. Merci. Alors, question, est-ce que, voilà, êtes-vous d'accord avec René Chiche sur la notion de désinstruction nationale? Alors, je ne connais pas ce René Chiche, mais le mot me va très bien. Désinstruction nationale, oui, tout à fait, puisqu'il s'agit d'éduquer, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, quand on voit, je pense, les programmes d'histoire, c'est flagrant. Les élèves aujourd'hui ne savent plus rien. Les trucs basiques, vous pouvez leur parler du débarquement du 6 juin 44, ça ne leur dit plus rien. Je vous donne un exemple. J'ai un ami haut placé dans l'éducation nationale, je n'en dirai pas plus pour ne pas lui attirer d'ennui, qui faisait passer des oraux à des gamins qui avaient eu mention très bien au bac pour rentrer à Sciences Po Paris. Avec mention très bien au bac, à l'époque, on pouvait rentrer à Sciences Po Paris avec simplement un oral. Et il m'a dit, je suis extrêmement frappé de voir à quel point les candidats, pour se faire bien voir du jury, se croient obligés de surabonder dans la haine de la France. Et à un élève, donc mention très bien au bac, Sciences Po Paris, qui allait peut-être passer l'ENA derrière, devenir ambassadeur ou préfet, à qui il a demandé, pouvez-vous me résumer l'histoire de France en 2 mots? L'autre a répondu, colonisation, collaboration. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes ne savent plus rien de l'histoire. Le programme fait des bons, on saute un siècle. Il n'y a pas une ligne sur Louis XV. Louis XV a régné 60 ans. Il n'y a pas un mot sur Louis XV dans les programmes scolaires. Je ne dis pas que c'est le meilleur roi qui existait, mais c'est celui dont je préfère parler. Mais enfin, c'est stupéfiant. Par contre, dire que la France a colonisé impitoyablement, qu'elle a été esclavagiste, qu'elle a collaboré, oui, ça, les gamins le savent. Donc, effectivement, désinstruire pour pouvoir éduquer, rééduquer. Je suis d'accord. Merci. Alors, est-ce qu'on peut parler maintenant des rapports avec l'Église? Parce que vous dites, vous écrivez, l'Église, celle qui, depuis 2000 ans, travaille à ce que les sociétés chrétiennes deviennent des sociétés d'amour et de paix, en est réduite à être le dernier obstacle à l'amour universel. Vous disiez aussi que, je crois, la République a la phobie des croyants. Vous consacrez tout un chapitre sur le sujet. Bien, effectivement. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le fil rouge de notre histoire occidentale, c'est la relation à la fois de coopération, mais également conflictuelle entre l'Église et l'État. Pour faire simple, là, je vais faire un petit peu d'histoire, mais ça me semble important. Lorsque l'Empire romain est devenu chrétien, tout d'abord avec Constantin, sa conversion en 312, et puis ensuite avec Théodose, qui a fait du christianisme la religion officielle de l'Empire, on est rentré dans un schéma romain, qui est ce qu'on appelle un schéma césaropapiste,
c'est-à-dire où l'Église est entièrement soumise à l'État. Et le véritable chef de l'Église, le lieutenant de Dieu sur terre, c'est l'empereur. Modèle qui a été repris par Charlemagne et surtout par l'Empire byzantin, et à travers l'Empire byzantin à tout le monde orthodoxe et notamment à la Russie. Donc il y a dans le monde orthodoxe une tradition césaropapiste, c'est-à-dire de soumission de la religion aux politiques. En revanche, en Occident, saint Augustin, après la prise de Rome par les Wisigoths en 410, a défini la théorie des deux cités, qui dit que le chrétien doit travailler à la fois pour la cité des hommes, dont l'État a la charge de la gestion, mais également préparer la cité de Dieu sous l'autorité de l'Église. Donc il insiste bien sur le fait qu'il doit y avoir deux institutions distinctes, l'État d'un côté, l'Église de l'autre, qui doivent coopérer tout en restant distinctes. Alors je parlais tout à l'heure d'augustinisme politique, puisqu'Augustin considérait que néanmoins l'État doit écouter l'Église en ce qu'elle le conseille pour aider à préparer le salut de ses sujets. Donc le fil rouge de l'histoire de l'Occident a été la relation conflictuelle entre l'État et l'Église pour savoir qui est au-dessus de l'autre. L'Église, en effet, était traditionnellement conseillère des souverains. Elle essayait de les inspirer pour qu'ils deviennent meilleurs et qu'ils gouvernent mieux, quitte parfois à utiliser des moyens symboliquement, en tout cas violents, comme l'excommunication. Ce qui a laissé des traces, voilà. Bon, je vous rappelle la pénitence de Canossa en 1077, où l'empereur Henri IV d'Allemagne a dû s'humilier devant le pape Grégoire VII. Eh bien, 800 ans plus tard, en 1872, Bismarck a prononcé un discours devant le Reichstag en disant « Nous n'irons plus jamais à Canossa ». 800 ans plus tard, il était encore traumatisé. Bon, donc, la véritable question qui a traversé les siècles en Occident, c'est qui est-ce qui est au-dessus de l'autre? Est-ce que c'est l'État qui est au-dessus de l'Église ou est-ce que c'est l'Église qui est au-dessus de l'État? Alors, dans tous les États protestants, par exemple, on a résolu le problème en créant une Église schismatique qui est liée et soumise à l'État. Par exemple, en Angleterre, le chef de l'Église, c'est la reine d'Angleterre. Au Danemark, le chef de l'Église luthérienne, c'est la reine du Danemark. En France, les choses ont été plus complexes. J'ai expliqué tout à l'heure un petit peu pourquoi. Et le conflit a eu du mal à se résoudre, puisque la France n'a jamais véritablement créé sa religion schismatique. Et donc, le moyen qu'on a trouvé, finalement, est de marginaliser l'Église, tout en faisant en sorte que l'État s'approprie à la fois sa fonction moralisatrice, sa fonction éducatrice et son comportement clérical. Maintenant, la lutte contre l'Église, pour l'État, n'est jamais terminée. Et c'est très drôle, parce que la République fait une fixation contre l'Église. La République n'a de véritable problème, je le disais tout à l'heure, qu'avec l'Église catholique. L'islam lui pose, paradoxalement, beaucoup moins de problèmes. Et ce qui est très amusant, c'est qu'aujourd'hui, alors même que l'Église a été une gêne pour l'État à travers les siècles, en mettant le doigt sur les immoralités des souverains et de leur entourage, eh bien aujourd'hui, c'est l'État qui s'ingénie à pointer les immoralités de l'Église. Et notamment les affaires de pédophilie sont pain béni pour l'État qui se permet aujourd'hui de faire la leçon à l'Église sur ce sujet et sur bien d'autres. Donc il y a véritablement, c'est une lutte qui ne sera jamais terminée. Et avec véritablement tous les moyens sont bons. La condamnation morale, l'utilisation de l'islam contre l'Église, etc. Ce qui prouve bien d'ailleurs, entre parenthèses en creux, que la République reconnaît que l'essence même de notre nation française, c'est le catholicisme. Parce qu'elle ne ferait pas une telle obsession anticatholique si implicitement elle ne reconnaissait pas l'importance du catholicisme. Merci. Alors, question. Récemment, l'attitude conformiste des évêques
face au pouvoir a choqué jusqu'à Jean-Marie Guénois. Pouvez-vous nous dire quelques mots du cheminement spécifique de la hiérarchie catholique française face à ce conformisme républicain de moins en moins tolérant? Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui moi-même m'interpelle, comme on dit. La loi de 1905, la séparation de l'Église et de l'État, était réclamée depuis 80 ans à peu près par une partie de l'Église. Il faut bien avoir à l'esprit que les premiers à avoir réclamé la séparation de l'Église et de l'État, ce sont les catholiques ultramontains, autour du journal L'Avenir, fondé en 1830, autour de Lamennais, Lacordaire, Montalembert. Et donc, pendant tout le XIXe siècle, une partie de l'Église a réclamé la séparation de l'Église et de l'État pour rendre à l'Église sa liberté par rapport à l'État, liberté qu'elle n'avait pas avec le statut concordataire. Certes, l'État payait le clergé en contrepartie de sa renonciation aux biens qui avaient été confisqués en 1789, mais contrepartie de la contrepartie, le clergé devait fermer sa gueule. Bon. Donc, certains disaient, il vaut mieux qu'on soit pauvre, ruiné, mais qu'on retrouve notre liberté. C'est le fameux discours de Malines de Montalembert en 1864, je crois, ou 66. En 1905, enfin, on sépare l'Église de l'État et l'Église retrouve sa liberté. Je suis extrêmement frappé de voir à quel point aujourd'hui une grande partie de la hiérarchie ecclésiastique est, comment dire, emprunté, empoté, tourne 7 fois sa langue dans sa bouche, ne sait pas quels euphémismes utiliser pour ne choquer personne. Alors, il y a quelques évêques qui sortent du lot, certes. Je me dis aussi que on doit les tenir par autre chose, peut-être la menace de sortir quelques mauvaises affaires, ou bien la question financière sur le thème si vous ouvrez votre gueule, on ne restaurera pas vos églises. J'en sais rien. Je suis effectivement très frappé de voir comment l'Église aujourd'hui est très souvent accommodante vis-à-vis de l'État. Je voudrais aussi renverser un peu la perspective en montrant que, et ça me semble d'autant plus frappant aujourd'hui avec le pape François, à quel point l'État apparaît souvent à la remorque de l'Église. Ce qui, selon moi, accrédite l'idée que la République est catholique sans le savoir. Quand le président Macron, il n'est pas le seul, va signer les 2 mains le pacte de Marrakech, je crois que c'était fin 2018, qui pose un véritable droit à la migration. Il faut savoir que ce texte a très largement été rédigé par le Vatican et qu'il s'inspire des 21 propositions que le pape François avait rédigées et publiées 1 an plus tôt, qui posent ce droit à l'immigration. Autre exemple, lorsque le pape François annonce que les pays riches devraient remettre aux pays africains leurs dettes, eh bien, dans les jours qui suivent, le président Macron annonce que la France va remettre leurs dettes à des pays africains. Donc, je suis très frappé de voir que ça marche dans les 2 sens. Hein. On a une hiérarchie catholique qui me semble souvent très discrète, polie, empruntée vis-à-vis de l'État, mais on a parfois un État républicain qui semble être dans une démarche de surenchère, hein, de je dirais même plus, comme les Dupont, vis-à-vis de certaines prises de position pontificales. Merci. Une personne dit, vous retourne un peu l'exercice en disant, est-ce que vous pouvez résumer l'histoire de France en 2 mots? Qu'est-ce que vous auriez dit? Je dirais fille aînée de l'Église, mais ce qui ne veut pas dire que la relation a toujours été apaisée. Fille aînée de l'Église, mais une grande ado ingrate. Voilà, c'est un petit peu ça que je verrais comme fil rouge. Et puis, je verrais peut-être une deuxième idée liée à cette idée de fille aînée de l'Église, peut-être aussi une certaine prétention, un certain orgueil, un certain idéalisme et irréalisme. J'admire parfois nos voisins anglais, même si c'est un peuple rugueux. Là, on voit qu'ils viennent d'envoyer 2 navires de guerre au large de Jersey pour nous faire peur. Mais c'est un peuple plus réaliste, qui fait peut-être moins de grands discours, mais qui défend fermement ses intérêts. Voilà. Donc je pense effectivement que la France
qui s'est enorgueilli pendant des siècles de son titre de fiancé de l'Église et autour de la Sorbonne de phare de l'intelligence mondiale, ça se retourne peut-être un petit peu contre nous aujourd'hui. On est peut-être aussi un petit peu trop les champions des grands discours irréalistes et de l'inefficacité. Merci. Peut-être une dernière question. La personne dit: le portrait que vous faites de la République rejoint l'expérience que j'en ai eue en tant que cadre de l'éducation nationale. Le constat fait, que pouvons-nous proposer? D'être des hommes libres, au sens où l'entend Bernanos, où allons-nous? L'État ne tient qu'un rival, l'homme, je dis l'homme seul, l'homme libre, l'homme qui se donne ou se refuse, mais ne se prête jamais. Ben, je crois que ça ferait une belle conclusion. Je vous fais un aveu, c'est que donc je viens de passer 5 ans en disponibilité de l'éducation nationale, mais je dois y retourner l'an prochain pour terminer ma carrière. Donc après ces 5 années où j'ai eu la chance d'enseigner dans des grands établissements, pour la plupart catholiques, et puis d'écrire un certain nombre d'ouvrages politiquement non corrects, je sais que je vais être accueilli à bras ouverts par l'administration, le rectorat, les inspecteurs, les chefs d'établissement, les collègues, peut-être même les parents d'élèves. Et je m'apprête, grâce à vos prières, à essayer d'être un homme libre dans un milieu qui ne sera pas forcément favorable. Merci. Moi, je pense que j'aurais bien dit une citation de votre conclusion, je crois, quand vous dites l'idée c'est on peut choisir de sauver la France s'il en est encore temps, et la première chose à faire est de la donner à aimer. Voilà, ça répond aussi aux questions finalement de qu'est-ce qu'on peut faire dans nos écoles en tant que prof voilà. Alors, ce qui résume l'expérience, vous avez parlé tout à l'heure de mon livre Kiffe la France, ce qui résume mon expérience de 10 ans en zone d'éducation prioritaire, c'est effectivement l'expérience de l'amour. L'amour, et je n'avais que des élèves difficiles, l'amour que me portaient ces élèves, aussi difficiles soient-ils, mais ils avaient envie de me témoigner de l'amour que je leur portais en contrepartie, mais c'était pas difficile parce que c'est eux qui m'aimaient les premiers. Et en fait, l'idée qu'ils avaient envie, à travers moi, d'aimer ce que j'aimais. C'est-à-dire que, sachant que j'aimais la France, ils avaient envie d'aimer la France. Je peux le dire librement parce qu'on est entre nous, mais moi, j'ai eu des élèves qui, après des cours que j'avais faits, alors que c'était des cours qui n'étaient pas du tout des cours, politisés, qui spontanément criaient la France aux Français. Quand vous entendez une classe de petits beurs qui crie la France aux Français, parce que je leur ai passé, en dehors de tous les programmes, le dernier carré de la garde de Waterloo, dans le film Waterloo de Bondarchuk, et qui, devant le dernier carré de la garde, la classe se lève et crie la France aux Français, où j'avais rien demandé. Je dis qu'on a là des gamins qui n'ont qu'une envie, c'est effectivement qu'on leur donne la France à aimer. Mais ce n'est pas du tout le projet, encore une fois, des clercs républicains qui nous gouvernent. Bien au contraire, bien souvent, la République essaye de se donner elle-même à aimer en donnant la France à flageller. Voilà. Et je pense que ce n'est pas comme ça qu'on créera de la paix sociale. Merci. Merci pour votre temps ce soir. La semaine prochaine, nous allons partir aux Philippines. Plus exactement, ça peut nous rappeler d'ailleurs toute l'expérience des missionnaires français qui ont été envoyés, qui ont évangélisé un certain nombre de pays. Eh bien, aux Philippines, nous avons peut-être que certains d'entre vous le connaissent, l'abbé Mathieu Daucher, voilà, donc qui se connectera pour nous à Manille, donc il sera 3 heures du matin chez lui. Eh bien, jeudi prochain à 21h, jeudi 13 mai. Donc le thème ce sera « Pourquoi Dieu permet-il cela ?» Il faut savoir que l'abbé Mathieu Daucher s'occupe des plus pauvres, des enfants des rues, des familles des bidonvilles, des chiffonniers de Manille. Donc voilà, il voit, et d'ailleurs il a écrit aussi chez Plein Vent un livre qui s'appelle Tanaël et le livre de vie, qui est destiné en premier lieu à la jeunesse, et on voit en fait toutes les épreuves et les injustices que subissent ces enfants aux Philippines. Donc voilà, la semaine prochaine, et le webinaire avec Mathieu Daucher est gratuit la semaine prochaine. Je vais vous mettre le lien sur le site web des éditions Artege.
Voilà, donc je rappelle, Jean-François, que vous avez écrit ce livre qui se lit très bien, très vite, qui est finalement assez court et très condensé. Voilà, donc si vous avez besoin d'arguments que vous n'avez pas, voilà, que vous n'avez pas eu le temps de les noter, de toute façon, tout est bien plus développé dans ce livre. Voilà, et bien, toutes les personnes vous remercient. Ah oui, une personne dit, s'il vous plaît, une dernière question, le sujet du prochain livre de Jean-François Chemin. Eh bien, alors oui, je travaille actuellement sur un livre qui va un petit peu développer certains points du précédent. C'est-à-dire que je vais essayer, alors plus avec un regard d'historien et en prenant bien le temps de développer les idées, de démonter certains arguments de la République. Par exemple, je sais pas, j'ai quelques idées en tête, mais par exemple parler peut-être plus longuement d'épisodes de l'esclavage des Blancs par les Européens, par les Arabes, pour démonter cette idée que l'esclavage aurait été notre monopole, ou bien peut-être également parler, puisque c'est un sujet que je connais bien, du lien historique qui existe entre l'Europe et la chrétienté, hein, puisque il faut savoir que la première utilisation du mot Europe dans son sens moderne a été faite par Saint Colomban dans 2 lettres écrites au pape Saint Grégoire le Grand, et Europe dans sa bouche, enfin sous sa plume, est synonyme de la partie du monde qui est sous l'autorité religieuse du pape. Donc quand certains viennent nous dire qu'ils ne croient pas aux racines chrétiennes de l'Europe, ben, je vais faire un développement, hein, voilà, un véritable chapitre, au contraire du livre sur la République, qui est un livre choc, un livre condensé, qui aborde beaucoup de choses, mais de manière synthétique. Là, je voudrais vraiment prendre le temps de développer quelques idées, et vraiment d'un point de vue historique. Merci. Alors voilà, donc j'allais vous dire, les personnes vous remercient. J'ai Amitié de Dominique et Pierre-Olivier. Il y avait aussi Antoine et Marion de Versailles. Voilà, ça fait toujours plaisir d'entendre un petit peu C'est la famille, je les embrasse. nos proches. Donc voilà, tout le monde vous remercie. Vous pouvez le voir hein, d'ailleurs sur la messagerie instantanée. Voilà, et bien il me reste à vous souhaiter bon repos et puis peut-être à un prochain webinaire. Merci.